Bonjour, moi je suis Clara Chaloux, je suis la coordinatrice générale du collectif FETAR et je travaille avec Camille et Lucille, que je laisse se présenter. Bonjour, je suis Camille Hibert et je fais partie du comité artistique de l'association FETAR, du collectif FETAR. Et je suis Lucie Vivier et je suis chargée de projets culturels au sein du collectif FETAR et de la coordination et l'organisation des projets qu'on organise en lien avec la photographie. Alors le collectif FETAR, c'est un collectif qui est du coup dédié à la photographie émergente. On a vraiment créé ce collectif dans l'envie d'offrir des plateformes et des tremplins pour les artistes qui sont en début de carrière. Donc on a créé plein d'événements autour de cette dynamique et de cette démarche, toujours dans un esprit qui nous caractérise, c'est-à-dire un esprit ludique, un esprit collectif, un esprit assez pop et des envies de toujours défendre les artistes de plein de manières différentes. Donc on a un événement au 104 qui est le Festival Circulation, qui a lieu tous les ans depuis 11 ans, qui est une des plateformes qu'on offre à différents artistes qu'on expose. Et on participe à plein d'événements autour de cette exposition et on crée des événements comme ici à la MAC avec l'invitation qu'on a eue de venir avoir une carte blanche pour créer une exposition sur la photographie contemporaine dans cet espace. Je pourrais juste rajouter que avec le collectif FETAR, on est quand même une majorité de filles et que on a eu envie de défendre la jeune photographie européenne, mais la jeune photographie féminine, on peut dire, ou des femmes, parce que quand même on s'est aperçu que les grands noms de la photographie ont été par le passé beaucoup des noms masculins et qu'on a laissé très peu la part aux femmes et que c'était aussi une chose importante pour nous de pouvoir favoriser et développer les jeunes photographes, féminines. Alors pour revenir un peu sur la manière dont fonctionne le collectif sur tous les projets et toutes les expositions qu'on organise, en fait on a au sein du collectif un comité artistique composé de 12 curatrices indépendantes avec lesquelles on répartit les projets. Et donc sur ce projet-là particulièrement, on a travaillé à 5 têtes pensantes et sur le choix, en fait, on est arrivé ici, on avait la joie d'avoir une carte blanche qui est quand même une qualité de travail magnifique quand on peut avoir un espace d'exposition comme celui-là. Et on a du coup vraiment, on s'est laissé porter librement par les envies qu'on avait, l'actualité, ce qu'on avait envie de défendre. Et du coup, on est arrivé à cette volonté de repenser la réalité aujourd'hui, parce que dans le climat actuel que nous avons, on s'est dit que c'était important de prendre un peu de recul et d'offrir des petits espaces où les artistes pouvaient montrer leur version de la réalité et où le spectateur pouvait aussi se créer une nouvelle réalité, sa réalité, et pouvoir avoir un espace pour se balader et découvrir des œuvres qui sont assez accessibles et sur des sujets qui pouvaient leur parler, enfin parler aux spectateurs. Le choix des artistes, après, ça s'est fait un peu des artistes, ça se fait vraiment ces 5 au feeling, figures quoi, émergentes de la photographie. Voilà, pour 2 d'entre elles qu'on a découvertes lors d'éditions passées du Festival de Circulation, Mia Otio, une artiste finlandaise, et Lucille Voiron, une artiste française, qui nous présentent là une nouvelle série L'Ombre. Et après, c'est vraiment des femmes photographes qui émergent dans le milieu de la photographie et qui font un travail singulier avec leur propre vision et qui laissent beaucoup de place aux regardeurs aussi, qui est du coup une notion importante dans l'exposition. C'est une idée, en tout cas, moi qui faisais partie du collectif et du comité artistique, c'était justement de pouvoir laisser complètement la place, je dirais, aux regardeurs, en tout cas à l'invité, à venir voir, à se projeter. C'est-à-dire, c'est comme si dans les photos, il y avait des espaces blancs où lui aussi pouvait faire son propre imaginaire et se laisser vraiment questionner, imprégner et faire sa propre idée, sa propre émotion de ce que l'artiste nous montre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de code, il n'y a pas à savoir, à connaître, à avoir un grand passif dans la photographie. Toute personne novice peut être attirée et après se laisser percer par non seulement les couleurs, mais parce que ça raconte aussi. Et après ressortir avec voilà, son propre bagage de ce qu'il a voulu emporter une fois qu'il a quitté l'exposition.
Bonjour, je m'appelle Léa Bourdin et je vous présente l'exposition Si les oiseaux chantent. Et c'est une installation que j'ai imaginée pour le MAC de Créteil. Euh, Pourquoi je l'ai appelée Si les oiseaux chantent? C'est un projet que j'ai lancé en mars dernier. J'ai demandé aux gens de me dessiner les vols des oiseaux par leurs fenêtres. En mars dernier, on était en confinement, donc c'était un peu la seule chose qui était libre à ce moment-là. Et j'ai reçu des tonnes de dessins et ça m'a laissé penser que si les oiseaux chantent toujours, alors tout va bien. J'ai choisi de commencer derrière cette image. Parce que Si les oiseaux chantent, c'est une installation que j'ai faite pour ce lieu qui est très en longueur, mais qui a été construite à partir de plusieurs corpus. Le premier, c'est Survivaliste, qui a été fait en 2015, enfin publié en 2015, et qui parlait plutôt de notre peur de voir les choses s'effondrer. Et le deuxième, c'est Sur les ruines d'un futur que nous ne vivrons pas, qui parlait d'un désir de reconstruction, de voir, de construire un futur qui s'est effondré. Et à partir de ces deux corpus, j'ai décidé de construire Si les oiseaux chantent, qui commence avec quelque chose que je trouve éminemment positif, qui est la cabane, puisque la cabane, on a, que ce soit un souvenir enfantin ou plutôt aventureux comme Walden, on a forcément quelque chose qui nous allume en soi. Et ce que j'aime aussi, donc déjà la cabane on l'a construit forcément, mais c'est aussi elle est là pour qu'on se retire à l'intérieur d'eux. Et j'aime beaucoup cette idée d'être isolé mais au milieu. Et donc cette image, elle explique vraiment ça, c'est-à-dire que on est envahi par tout ce feuillage. Et donc pourquoi on a choisi de mettre une cabane ici, c'est justement pour ça. Alors, si on veut savoir vivre dans une cabane, il faut aussi savoir faire un feu. Et donc c'est la deuxième ponctuation de cette coursive, un tas de bois que j'ai imprimé. En fait, ces ponctuations, elles sont imprimées sur de la polaire. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un matériau qui est un peu... Enfin, nous, on pense polaire, on pense tout de suite la petite doudoune qu'on va mettre pour aller se promener. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Mais ce qui m'intéressait, c'est que, au-delà de son apparence peu luxueuse, elle rend de très belles images mates. Et donc, il y a une ambiguïté sur qu'est-ce que sont ces images et qu'est-ce qu'est ce grand tissu qui est là au mur. Donc on a trois ponctuations, la cabane, le feu et plus tard la grotte. Donc deux lieux où se retrouver et quelque chose pour avoir chaud. Et pour savoir allumer un feu, il faut construire des petites architectures de bois. Et c'est ce que je me suis amusée à dessiner parce que il y a des moments où on ne sait plus si on construit une cabane en miniature, une maquette de cabane à laquelle on va mettre le feu, ou si on est en train de se préparer le foyer, comme on dit. C'est pour ça que je voulais vous montrer les dessins que j'ai faits. En regard de ces grands formats sur les polaires, et il y a ces petits dessins qui sont imprimés presque à la taille d'un carnet et qui jouent constamment avec le motif du tipi qu'on peut former pour faire les feux et de ce qu'on peut imaginer d'une cabane formée comme ça. Ce travail-là de dessin, il a été réalisé entièrement pour le projet Sur les ruines, dont je parlais un petit peu plus tôt, parce qu'il y avait toute cette réflexion sur la reconstruction. La construction, la reconstruction. Et ce projet, il a été commandé par l'Alliance française de Corée du Sud au moment où Trump faisait un peu des titillages avec la Corée du Nord. Et donc, c'est pour ça que c'est en anglais. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps, il y a des jeux entre j'ai perdu le Nord, je ne retrouve pas le Sud, parce qu'il y avait une double façon de le lire là-bas.
enfin là, je suis devant les deux humains de l'exposition qui sont donc en fin de parcours. Et leur particularité, c'est qu'ils ils nous font dos et ils se tiennent la tête. Ce que j'aimais dans ces deux-là, c'est qu'ils ont une position presque chorégraphique et à la fois peu envisageable dans la vie de tous les jours, qui leur donne un côté étrange ou en tout cas peut-être anxieux ou peut-être une apparence sauvage. Je ne vais pas dire animal puisque les humains sont déjà des animaux, mais en tout cas, par exemple, pourquoi j'ai choisi cette image-là, c'est parce que la texture et le drapé de son pull me faisait penser à des écailles ou à quelque chose de l'iguane. Alors allez savoir pourquoi. Et j'en profite pour parler pourquoi il y a autant d'idées de texture, en tout cas, de matière dans mon travail en général et dans cette coursive en particulier. C'est parce que ma formation, en premier lieu, j'ai un diplôme de gravure que j'ai fait à l'école Estienne. Et la gravure, pour la réaliser, il faut être tout le temps en train de toucher la matrice, qu'elle soit en cuivre ou en bois. On est tout le temps en relation avec la matière même de ce qu'on est en train de créer. Chose qui m'a un petit peu frustrée ensuite quand je suis partie à Arles, où la photo est complètement l'inverse, elle devient complètement intouchable. On est condamné à la détruire si on la touche. Et donc tout mon travail depuis est d'essayer de pouvoir toucher la photographie. Alors c'est aussi pour ça que je dessine, que je la découpe ou que je la choisis en fonction de ce qu'elle m'évoque en termes de rugosité. Le noir et blanc, moi je reconnais les gens qui ont fait de la gravure pour leur amour du noir et blanc et des noirs très très profonds. Par exemple, les croquis de Hopper, on voit très bien que c'est un graveur. Et donc je pense que je fais partie de je vais pas dire que je fais partie mais je fais partie de la famille des graveurs. Et donc un beau noir et blanc, ça me fait toujours très plaisir. Bon, forcément, dès qu'on met un horizon de mer, on pense à Sugimoto. Et Sugimoto dit que cet horizon, il a toujours été horizon depuis des millénaires. Et est-ce que cet humain n'est pas en train de se poser cette question aussi ? Enfin, quel est son moment dans l'horizon, justement ? Alors moi, je vais vous parler de Andi. Andi est une photographe qui est donc hongroise, qui est née à Budapest, qui a fait ses études de photographie à Budapest, mais aussi qui est venue à Paris pour suivre une formation à Pedingen. Alors son propos, c'est plutôt autour de la photographie, mais plutôt comme un rappel à son intime, mais aussi à l'universalité. C'est-à-dire comment le réel et l'intime et l'universalité se mélangent. Et son titre d'ailleurs, Paradisco, para est un mot argot en hongrois qui veut dire un peu peur, gêne, et disco, ben voilà, tout le monde sait ce que c'est que le disco. Et donc ce qui est intéressant, c'est justement de faire l'amalgame de ces deux mots. Donc qu'est-ce que finalement, entre la peur, le disco, la gêne, tout ce mot-là, quel est l'univers que ça dégage? Andi, elle se définit aussi comme une conteuse. Alors ça, je trouve, sera très intéressant, puisque après on dit le conte, on pense que c'est plutôt du livre, de l'écriture, mais là c'est en fait une écriture photographique. C'est comme si elle se servait donc des images pour faire une juxtaposition, comme faire un cadavre exquis, comme diraient les surréalistes. En fait, on n'est pas loin quand même du surréalisme par rapport à ça, et donc raconter une propre histoire, où chacun peut raconter sa propre histoire à partir des photos qu'elle a prises. Dans l'univers qu'elle a, là, on voit quand même que c'est des univers qui sont... d'abord, la couleur est très très importante, donc c'est vraiment une des premières choses qui appelle à l'œil, c'est quand même toutes les couleurs qui se dégagent de ces photos. Et après, c'est des univers. Chaque photo a vraiment un univers personnel. Et quand on les juxtapose, quand on les mélange, chacun peut se faire sa propre histoire, justement son propre cadavre exquis, se raconter sa propre histoire à chaque fois. Et on peut prendre l'exposition dans un sens, on peut la prendre dans l'autre sens, on peut la commencer à n'importe quel endroit, on se racontera toujours différentes histoires. Dans cette exposition-là, elle essaye de nous montrer, elle essaye de nous faire basculer
dans une sorte de réalité que peuvent avoir les jeunes d'aujourd'hui ou de sa génération à travers tout ce qui est des images des réseaux sociaux, de qu'est-ce qu'on montre de soi et en même temps dans ce qu'on montre de soi, qu'est-ce qu'on cache de soi. Et donc elle travaille beaucoup là-dessus justement comment aujourd'hui la jeune génération se sert des réseaux sociaux pour pouvoir dévoiler et une intimité et en même temps se cacher. Et je pense que cette image-là, pour moi, est une bonne représentation de ce que c'est, de qu'est-ce qu'on donne à voir et en même temps comment on se cache de ce qu'on donne à voir dans les réseaux sociaux. Donc là, on voit un homme nu dans un arbre. A priori, c'est ça. Il a les mains, on ne sait pas ce qu'il touche, on ne sait pas s'il se perd dedans, on ne sait pas s'il a trop bu, bref, peu importe, tout notre univers personnel. Et dans cette photo, on peut se rappeler des moments où on a trop bu et on est dans un jardin et on se perd et donc lui se cache et en même temps, il est complètement à vue, il est au centre de la photo. Donc je trouve que vraiment ce parallèle entre l'intime, l'universel et la réalité de la photo, elle se retrouve vraiment dans ce cliché-là, en tout cas. Il y a une chose aussi qui est très importante dans le travail de Andy, c'est l'humour. Et toute sa série, d'ailleurs, on peut voir que c'est quand même une série avec beaucoup d'humour. Et si on prend cette photo-là, par exemple, où on voit quand même un ours rose sur des pattes masculines, peut-être quand même, voilà, on peut dire c'est quand même assez drôle. Et en même temps, cet ours, ça rappelle quelque chose qui est le domaine de l'enfance ou des fêtes foraines, quelque chose d'assez festif. Et d'ailleurs, on s'est dit que cette exposition-là, enfin en tout cas le travail d'Andy, se prête vraiment au regard de toutes les générations, de la plus petite à la plus grande, parce qu'il y a cet humour-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de proposer à la jeune génération, à la génération des enfants, une exposition à leur hauteur. C'est-à-dire de eux aussi puissent s'initier, on va dire, ou rentrer dans la photographie avec les photos des artistes, avec des propos et des jeux autour de la photo, de retrouver, de s'imaginer, de se projeter, de savoir ce qu'à hauteur d'enfant, la photographie peut aussi faire rêver, quoi. Une des autres particularités du collectif Fêtard, c'est qu'on a inventé le concept d'une exposition pour les enfants, à hauteur d'enfants. Toujours dans cette volonté que nous avons de travailler sur l'éducation à l'image, de s'adresser à tous les publics, pour nous, il était vraiment important de proposer une exposition spécialement conçue pour les enfants et donc à leur hauteur. Ainsi, on a une exposition sur des chevalets qui font 1,20 m maximum, où on reprend l'ensemble des travaux des artistes, on réécrit les textes à hauteur d'enfants, et on va s'amuser à mettre des petits mots-clés, à poser des questions pour vraiment les sensibiliser et les amener à se poser des questions, à essayer de réfléchir sur les images qu'ils voient et de leur donner un peu des clés de compréhension. Et on crée aussi des panneaux-jeux, comme on peut voir ici, où de manière très simple et facile, les enfants peuvent s'amuser à regarder l'image autrement. C'est vraiment ce qu'on invite à faire. Et on a aussi créé un petit livret-jeu qui accompagne le voyage dans cette exposition-là, qu'on peut faire pendant qu'on regarde l'exposition ou qu'on peut ramener à la maison pour le faire chez soi. Et donc on a autant la possibilité de créer son propre petit appareil photo en papier que d'apprendre, de faire des jeux sur tous les travaux des artistes qu'on découvre dans l'exposition. Il y a aussi un petit texte sur les mots-clés de qu'est-ce que la photographie, qu'est-ce qu'une artiste plasticienne et photographe. Voilà, c'est vraiment l'idée de manière très ludique et très facile de mettre un premier pied dans l'univers et de l'exposition et de la photographie en général. Mia Otio est une artiste finlandaise qui est née en 1986. De manière générale, dans son travail, Mia, elle aborde les thèmes de l'altérité et de l'identité en essayant toujours de proposer et de s'interroger sur la position et le rôle du regardeur. C'est une question assez primordiale pour Mia de faire référence, en tout cas, ou de se soucier de l'expérience de l'observateur. Et tout en interrogeant le rôle et le pouvoir des images dans le monde actuel, elle se concentre sur des minorités et sur des sujets d'actualité qui sont très peu traités dans les médias ou dans la photographie tout simplement, comme on peut le voir avec sa série Variations of White, qui donc présente une série de portraits
de prime abord qui sont colorés, qui sont assez pop, et une vidéo documentaire. Dans ces portraits, il s'agit de personnes atteintes d'albinisme. Mia a choisi de nous présenter les négatifs de ces images originales, ce qui fait que ce qui est blanc à la base est noir sur l'image, et ce qui est noir à la base est blanc sur l'image. Donc on ne voit pas tout de suite en fait qu'il s'agit de personnes albinos. Et donc je parlais il y a un instant du rôle du regardeur, et c'est vraiment ça que l'artiste essaye d'apporter dans son travail, de comment nous on regarde ces images-là, combien de temps on met en fait à se rendre compte de quoi il s'agit, qui sont ces personnes. Elle en fait d'ailleurs une présentation un peu ludique, assez fascinante, où donc, on voit une pastille rouge au milieu de chaque portrait. Quand on regarde en fait pendant environ 30 secondes fixement ce point, et qu'ensuite on regarde une surface blanche, on voit apparaître l'original, l'image originale en blanc. Donc voilà, je vous invite à essayer, c'est assez fascinant et ça marche vraiment. La vidéo documentaire que Mia insère dans son projet, qui s'appelle Miss Albino, est un reportage qui nous montre des femmes albinos en Tanzanie. En fait, il se trouve qu'en Tanzanie, il y a une naissance sur environ 1200 personnes qui est une personne albinos, qui est un chiffre assez dingue, hein, parce qu'on le retrouve nulle part ailleurs dans le monde. En tout cas, la présence de ces personnes albinos est la plus grande sur ce territoire-là. Et en fait, les personnes atteintes d'albinisme, elles sont victimes de préjugés. En fait, elles sont victimes de mythes autour de leurs différences. Miss Albino a été mis en place par le pays en fait pour revaloriser ces femmes-là, pour en fait leur dire enfin, vous avez le droit de rêver, en fait, vous avez le droit de vouloir devenir chanteuse de rap, devenir mannequin, devenir businesswoman, et voilà, c'est un message assez positif, et c'est vraiment un penchant important dans le travail de Mia, c'est qu'elle nous sensibilise à une minorité de manière ludique, et elle nous documente en fait voilà, sur des sujets peu connus pour les revaloriser et donner un point de vue positif. Mia, elle se sert du pouvoir des images pour parler de minorités et pour exposer des sujets qui sont assez peu représentés dans les médias. Je vais vous parler du travail de Marie Hervé, qui est une jeune photographe qui est née en 1996, qui vient tout juste d'être diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, et qui nous propose ici une de ses premières expositions de son dernier travail. Marie, elle nous propose de se balader sur plusieurs territoires, sur son territoire intime et sur un territoire géographique. Elle a eu la chance de découvrir un fonds d'archives personnel de sa famille, qui lui raconte des histoires sur le territoire de deux îles, Malte et la Grèce. Et en fait, elle a vraiment voulu se plonger dans son intime pour raconter une histoire plus globale et pour donner à voir aux spectateurs comment on peut s'approprier des images très personnelles dans son rapport à nous et à notre histoire, et comment, grâce à ces histoires personnelles, on peut découvrir un territoire. Donc derrière nous, on voit des tout petits formats. Elle a vraiment voulu conserver ces images d'archives dans leur état brut. Donc c'est important d'avoir tous ces petits objets. Là, on a envie d'aller de l'avant, d'aller se rapprocher du mur, de regarder de près. Et c'est pour nous toujours très intéressant de pouvoir aussi montrer cette diversité dans les accrochages et dans le rapport qu'ont les photographes avec la possibilité de tout ce qu'on peut faire en photographie. Et avec le travail de Marie, voilà, on est vraiment sur ce petit objet qui passe par l'intime pour parler du global. Et ce qui nous permet de se balader, d'offrir un parcours et de se retrouver, parce que n'importe qui va se retrouver dans ces images et ça va forcément toucher un souvenir, un moment et pouvoir se retrouver. Ce qui est intéressant aussi dans le travail de Marie, c'est qu'elle intègre de la vidéo dans son travail. Et ici, comme on peut le voir, de la vidéo assez abstraite, parce que c'est juste le mouvement de la mer. Mais tout de suite, ça nous projette dans son univers et ça nous permet d'ajouter à ces petites images qu'on voit ici une dimension de matière et de pouvoir encore plus plonger, c'est ce qu'elle veut dire, dans son travail, et donc
de pouvoir avoir cette envie de se reconnaître et de voyager aussi, ce qui était important. Et ce qui relie totalement ce qu'on a voulu conjuguer dans cette exposition, c'est-à-dire confronter différentes réalités, confronter différentes matières, confronter différents regards. Et ça se travaille totalement ici dans l'installation qu'on peut voir. Donc on a ces petits détails d'images, de bords de mer, d'enfants, de femmes, et ces morceaux plus croppés dans l'image, où on peut vraiment aller sur des détails et se concentrer sur des détails. Et après, on a cette vidéo qui nous plonge dans cet univers, et on trouvait que c'était vraiment intéressant de cette proposition très globale, en fait, du travail de Marie. Marie Hervé a aussi fait un film qu'on intègre dans cette exposition, qui est un film qui débute un peu son travail, qui nous donne envie de décrire l'histoire de son travail avec elle. C'est comme une bouteille à la mer, c'est ce papier qui flotte dans la mer qu'on imagine, la mer qui entoure les îles dont elle nous parle. Et on a ce papier où on peut qui est une page blanche, et on peut y écrire ce qu'on veut, on peut se raconter ce qu'on veut, c'est peut-être une image d'archive, c'est peut-être le début d'une lettre. Et ça nous permet en fait de s'approprier ce moment d'écriture et de pouvoir après raconter l'histoire qu'on veut grâce aux images qu'elle nous propose dans son mur d'exposition. Bonjour, je m'appelle Lucille Boiron, je suis photographe, plasticienne, et aujourd'hui je vais vous parler de ma série Womb qui est exposée à la MAC Créteil. Déjà sur le choix de ce titre, Womb, c'est un mot anglais, un mot polysémique, donc, que l'on peut traduire en français par trois termes qui sont matrice, utérus et entrailles dans un anglais un peu inusité. Et c'est justement cette polysémie-là qui m'intéressait parce que je trouvais qu'elle retranscrivait assez bien le côté multiple et ambigu de ces images. Womb, c'est une série au long cours, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire ces images il y a quelques années. Ça s'est étiré sur 4-5 ans. Au départ, c'était très instinctif, comme en fait dans ma pratique, d'une manière générale, je fonctionne beaucoup à l'instinct. J'intellectualise rarement en amont, en fait. Et je travaille avec ce principe d'image-pulsion qui est un terme employé par Deleuze pour parler du cinéma naturaliste, mais dans lequel je me retrouve assez bien finalement. Sur 5 ans, j'ai photographié les femmes de ma famille. Je viens d'une famille qui est assez matriarcale, dans le sens où la figure de la femme est très présente. J'ai que des sœurs, des cousines, tantes, et les figures masculines sont finalement assez périphériques. Donc chaque été, on se retrouve dans une maison familiale, et donc chaque été, j'avais pour habitude de les photographier dans des moments finalement de lâcher prise. Et très vite, en fait, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait finalement, ça n'était pas de documenter une histoire familiale, mais de photographier le corps dans toute son organicité, donc dans tout ce qu'il a de plus défaillant, périssable, mais aussi, à mon sens, tout ce qu'il a de plus beau. Et donc j'ai commencé à faire en sorte de les prendre en photo de manière vraiment extrêmement fragmentée, avec à chaque fois des morceaux, des parties de corps. Et c'était peut-être finalement aussi une manière, à mon sens, de s'émanciper parfois de la contrainte et du regard qu'on peut avoir en tant que femme sur notre corps, et de renverser finalement un peu ce male gaze. Dans le même temps, j'ai commencé à produire aussi toute une série de natures mortes. Mais toujours avec cette idée de matière et d'informe. C'est à chaque fois, on ne sait pas tellement à quoi on a affaire. Et ce qui m'intéresse justement, c'est peut-être cette idée d'inquiétante étrangeté, et comment faire basculer un objet familier vers l'étrange, le dérangeant. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette idée d'inquiétante étrangeté, et comment finalement on peut réussir à faire basculer un objet familier, un objet du quotidien, ou en tout cas quelque chose de familier, vers l'étrange et le dérangeant. Et je pense par exemple à cette image qui interpelle beaucoup. La plupart du temps, les gens, la première fois qu'ils voient cette image, ils ont l'impression d'être face à quelque chose qui est rongé par la vermine, ils voient des vers. Parfois, il y en a qui décèlent une connotation sexuelle, certains voient une plaie ouverte, mais en fait, ça n'est qu'une figue.
Et je pense que, alors encore une fois de manière plus ou moins consciente, je cherche toujours cette frontière entre cette ambivalence entre le réel, le familier et d'un coup ce qui va le faire basculer du côté du dérangeant et de l'étrange. Pour conclure, je pense que tout mon travail, c'est une réflexion autour de cette idée d'obscène, mais l'obscène pas comme comment dire, on l'envisage aujourd'hui. Quand on dit obscène, on pense tout de suite à violence ou pornographie, mais finalement, moi je pense plutôt au sens premier qui est ce qui doit rester en dehors de la scène. Et je pense que ma photographie, ça n'est qu'une recherche une dissection finalement de cette partie qui habituellement se dérobe du regard.